Est-ce que tu as lu le bouquin de Ray Kroc? Non, Grind jamais. It Je Out. connais pas le... Parce que j'ai beaucoup écouté sur lui, mais j'ai jamais vraiment lu son bouquin. Donc Ray Kroc qui est le fondateur, ou peut-être pas le fondateur, c'est controversé, de McDonald's. Donc l'élément peut-être le plus intriguant sur son histoire, c'est que le gars avait 52 ans quand il a démarré McDonald's. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans tous les trucs Twitter, c'est toujours lâchez pas, croyez en vos rêves. Ouais. Harrison Ford a commencé l'acting à 40 ans, ce qui est pas vrai, je crois en plus. Et le mec de McDonald's a 52 ans, quoi. Et donc en plus, c'est une fake news. Parce que voilà, C'est une fake voilà news. ce que lui, Putain, depuis les années, j'ai cru, toi. Tu me l'as. voilà ce que lui, il écrit dans son livre. Les gens s'émerveillent du fait que je n'ai pas lancé McDonald's avant l'âge de 52 ans, puis que je sois devenu un succès du jour au lendemain. Mais j'étais comme beaucoup de personnalités du show business qui travaillent discrètement sur leur art pendant des années, puis soudainement obtiennent la bonne opportunité et connaissent un grand succès. J'ai effectivement réussi du jour au lendemain, mais 30 ans, c'est une nuit très très longue. Donc en fait, lui, son principe, c'est en fait non. Il s'est pas arrivé à 52 ans. Je suis quoi. pas arrivé à ça. En fait, c'était parce que quand les gens disent ça, c'est dire ok, pendant 52 ans, Tu fais un autre truc. j'étais un petit mec qui travaillait dans un job, etc. Et un jour, il a fait boum, idée, 52 ans, je décolle. En fait, non. Depuis l'âge de 18 ans, le mec c'était un hustler, il a tout fait, il a tout vendu, il a tout cramé. Et en gros, depuis l'âge de, on va dire 19-20 ans, en fait, il a grindé le domaine du restaurant. Ok. Et parce que ses clients, c'est des restaurants. Donc, je fais l'histoire. À l'origine, c'est un gars, il grandit, sa mère lui apprend le piano. Et elle lui rend un énorme service parce que après, ça va être la dépression et tout dans les années 30. Et en fait, il va à chaque fois s'en sortir en faisant du piano. Et donc, il est un peu joueur du piano à droite à gauche, mais du coup il rebondit un peu à droite à gauche. Il se retrouve en Floride parce qu'il y a un boom de l'immobilier à l'époque. Et c'est assez drôle. Sa technique, c'est que il est à l'origine de Chicago. Il prend la liste dans la chambre de commerce de Miami. Apparemment, ils ont une liste de tous les touristes et d'où ils viennent. Donc il voit tous les mecs qui viennent de Chicago, ils font ah vas-y t'es de Chicago, moi aussi, etc. Vas-y je vais te faire visiter des trucs. Il leur fait visiter et en fait il leur montre un truc au milieu des marécages. Il leur fait ok ça va être une très belle propriété, tu vas acheter le Mais ce qui est déjà très bien comme sourcing de lead, c'est déjà très intéressant. C'est déjà très intéressant. Et après ils ont un système de vente qui est ultra sophistiqué. Donc en fait lui il est ce qu'on appelle aujourd'hui, si tu étudies un peu les systèmes de vente, il est setter. Okay. En français ça s'appelle ça setter, les anglais ça s'appelle souvent SDR, Sales Development Representative. Et du coup ils ont une équipe de 3 personnes pour faire une vente. Mon travail consistait à aligner des prospects et à les amener sur le site, donc un marécage pour leur vendre de la propriété. Là, ils seraient emmenés à faire une visite du développement par un homme que nous appelions le bonimenteur. Le bonimenteur, c'est la traduction que j'ai eue, mais en anglais, ils appellent ça le spieler. Donc lui, il y a le mec qui apporte le prospect. Il y a le mec qui va leur faire la démo. Et au moment où il voit que les personnes sont prêtes à acheter, ils sentent un peu... Il les amène sur le closer. Et le closer, il est là pour leur faire un deposit aujourd'hui, un deposit de $500, ce qui à l'époque, voilà. Quelques milliers de dollars actuels. Donc il fait ça, il y a un crash de l'immobilier, il est un peu en galère, il revient à Chicago et puis il rencontre une fille, il veut se marier, etc. Sa mère lui fait, il faut que tu trouves un vrai travail. Le vrai travail qu'il va trouver, c'est de vendre des gobelets en papier au porte-à-porte. Ce qui est ultra random, mais il va faire ça pendant quelque chose comme 20 ou 25 ans. En fait. Il va vendre des gobelets en porte-à-porte. Et tu dis, mais pourquoi tu as besoin d'une personne de porte-à-porte? C'est à une époque où la plupart des restaurants, ils vendent encore, tu vois, ils ont des trucs en verre ou en porcelaine, etc. Donc lui, l'idée, c'est de développer, de leur dire, ok, vous allez pouvoir faire du take-out, les gens vont pouvoir prendre le truc, vous allez vendre plus, vous allez avoir plus de turnover, c'est aussi plus hygiénique, c'est plus facile à faire, c'est bien pour vos opérations, etc. Mais en face, les mecs lui disent, ouais, mais du coup, pourquoi est-ce que je devrais payer pour un truc qui est jetable, alors que du coup, je pourrais juste l'acheter une fois et le réutiliser. Donc il a vraiment un truc de pitch de vente, mais il construit sa clientèle. Et du coup, ses clients, c'est des restaurants. Et il apprend du coup qu'est-ce qui fait un bon restaurant, comment ça fonctionne. Il devient un peu expert de son domaine. Et via le fait d'être vendeur de gobelets en papier en porte-à-porte, il a un de ses clients qui vend des milkshakes. Et ils se mettent à vendre plein de milkshakes. Ils ont trouvé une nouvelle manière de faire les milkshakes. Et pour faire des milkshakes à grosse échelle, le mec, c'est un peu un inventeur. Il invente une machine qui s'appelle le multimixeur, qui permet, au lieu d'avoir un mixeur, c'est une machine qui a 6 emplacements différents pour faire 6 milkshakes, qui permet d'en faire beaucoup plus de volume. Et donc il se dit, ok, invention géniale, super mec, donne-moi ton invention, on va faire une joint venture, et ensuite je vais aller le vendre à tous les États-Unis. Le problème, c'est qu'ils commencent à aller vendre ce truc. Au départ, les gens sont vachement sceptiques, parce que eux, ils ont des machines uniques, ils se disent, ok, s'il y a une des 6 machines qui pète, j'en ai toujours 5, mais si ta grosse machine là, elle pète, moi j'ai plus rien, je peux plus vendre de milkshakes. Donc au départ, il a un peu de difficulté. Mais c'est un énorme vendeur, il va grinder comme un bourrin et il fait plein de conventions, il va réussir à en vendre et il commence à monter un business qui tourne un petit peu la route, mais ça reste encore assez petit, ça reste encore la galère et il est encore à faire le tour des États-Unis constamment. C'est à ce moment-là où il entend parler d'un restaurant en Californie qui fait tourner 8 multimixeurs. C'est-à-dire qu'ils font 8 x 5, je crois que à l'époque c'est 5, donc ils font genre 40 milkshakes en continu. Il fait genre, mec, comment est-ce qu'un restaurant peut avoir un tel turnover de milkshakes? Donc il va leur rendre visite
Et les mecs le kiffent. Ah ouais, t'es le mec qui vend le multimixeur, on te kiffe, etc. Et il découvre un peu l'opération. Il se dit comment est-ce qu'ils ont un tel turnover. Et lui, il raconte l'histoire. Là, pour le coup, je pense que c'est la partie assez romancée du livre où il est assis dans le parking, tu vois, et il voit les gens, ils passent et c'est incroyable. Il parle à un mec et le mec lui dit c'est les meilleures frites de Californie, c'est incroyable, tu vas kiffer. Et en plus, le burger ne coûte que 15 centimes. Enfin, il te vend un peu l'épiphanie. Il te vend un peu l'épiphanie. Mais clairement, c'est un gars, encore une fois, il a 52 ans, mais il n'a pas démarré le business hier. Il sait ce que c'est qu'un restaurant, il sait le volume que doit faire un restaurant, et il voit que ce restaurant, il fait un volume qui est inhabituel. Ouais. Et donc il dit, bon, qu'est-ce que ces mecs ils ont de spécial. Il va aller leur parler, il va faire un deal avec eux pour faire la franchise. Eux, ils ont juste un magasin en Californie à San Bernardino, je crois. Il va faire une franchise, il va ouvrir le premier à Chicago, à côté de chez lui. Et il va prendre 1 an pour débugger le modèle, puis après, il va le franchiser. Donc franchise, ça commence à marcher dans tous les États-Unis. Les frères McDo le font chier. En plus, il doit leur filer un quart de son chiffre d'affaires parce qu'ils avaient inventé le concept original, donc il va leur racheter le système. Donc il rachète les droits de tout. Les frères McDo, du coup, n'ont plus le droit sur... Eux, c'est les frères McDonald's, ils n'ont plus le droit sur le nom McDonald's. Mais par contre, ils refusent de vendre leur restaurant d'origine. Que lui, il veut vraiment avoir le restaurant d'origine. Eux, ils refusent de le vendre. Donc, ils renomment le restaurant Big M. Et lui, il va ouvrir un McDonald's juste en face de chez eux. Et ils sont en vente dans le livre de faire faillite à leur restaurant. Il est un peu vindictif à ce niveau-là. Juste pour rappeler, qu'est-ce qui a fait que McDonald's a fonctionné? C'était juste une question de rapidité, non? C'était beaucoup ça, c'était qui? Qu'est-ce qui fait le succès de McDonald's et pourquoi est-ce que c'est bien? Ce qui fait le succès de McDonald's, c'est la simplicité. Il y a une citation de Charlie Munger, c'est prends une idée simple et prends-la au sérieux. Et c'est vraiment ce qu'ils ont fait sur le concept de McDonald's. Donc, qu'est-ce que lui, il a vu quand il est allé dans le premier resto McDo qui était unique? Ce qu'il a vu, c'est qu'ils avaient un menu extrêmement simple. Ils vendaient juste des burgers. Le burger, c'est juste de la viande avec du pain. Ils vendent du cheeseburger. C'est de la viande avec une tranche de fromage avec du pain. Ils vendent des frites, et ils ont un process particulier pour les frites qui font apparemment les meilleures frites possibles, et ils vendent des milkshakes. Et c'est tout. Leur menu, il est ultra simple. Ils font pas de service. Donc à l'époque, ils avaient un modèle qui s'appelait le drive-in, où tu as un restaurant, tu as un énorme parking, les gens viennent se garer, et après tu as une serveuse qui vient faire, ah c'est quoi ta commande, et ils t'apportent ta bouffe, etc. Et donc à quoi ça sert? Ça sert à deux choses, à trois choses en gros. La première, c'est la rapidité. C'est-à-dire qu'ils te servent super rapidement, parce qu'ils ont une espèce de truc qui est systématisé. Le deuxième, c'est la qualité. Donc, c'est le niveau de qualité que tu vas avoir sur chaque burger, il est réplicable et c'est toujours le même. Et sachant que c'est bizarre de parler de qualité en parlant de McDo, mais à l'époque, c'est vachement plus artisanal. Par exemple, ils ont tout un process et il explique OK, on a timé exactement combien de temps est-ce qu'il fallait faire les frites pour qu'elles soient parfaites, etc. Parce que c'est pas évident de scaler un système de restaurant où la plupart des gens qui vont cuisiner, c'est des ados boutonneux qui sont là pendant 6 mois. Et de pouvoir avoir un produit qui est ultra réplicable. Donc, ils ont créé un système qui était extrêmement réplicable. Ils ont aussi agencé le restaurant de manière très spécifique. Donc, il explique que, en gros, ils ont pris leur parking et ils ont dessiné à la craie le plan du restaurant. Imagine, OK, ici, on a le truc des frites. Comment est-ce qu'on minimise le nombre d'étapes? Donc, c'est vraiment un truc de taylorisme que tu pourrais avoir chez Toyota, où ils ont dit comment est-ce qu'on minimise le temps d'étape, comment est-ce qu'on minimise les erreurs en optimisant chaque partie du process. L'autre élément que ça permet, c'est vraiment étonnant, il dit que ça concentre la supply chain. Donc, en fait, un restaurant McDonald's n'a pas un turnover qui est supérieur à un autre restaurant. Mais en fait, comme tout leur turnover, il est sur du bœuf, du pain, du ketchup, du sel, de l'huile et des pommes de terre, en fait, ils peuvent avoir un pouvoir d'achat beaucoup plus fort. Évidemment, comme il y a plus de restaurants McDonald's, ils peuvent avoir un pouvoir d'achat avec les fournisseurs et avoir exactement les prix qu'ils veulent, la qualité qu'ils veulent, etc. Et à l'époque, c'était une vraie innovation. Il explique que donc, les frères McDonald's avaient gardé du territoire en Californie et à un moment donné, eux, ils ont essayé de faire leur propre système de franchise. Sauf qu'ils n'avaient pas Ray Kroc, ils n'avaient pas le même niveau de contrôle qualité. Et donc il dit, ouais, ok, du coup j'ai été visiter les restaurants McDonald's de leur franchise à eux en Californie, c'était le bordel. Il y en avait qui vendaient aussi des pizzas, il y en avait qui vendaient des tacos, c'était n'importe quoi. Il explique aussi qu'il a toujours refusé de mettre dans les McDonald's des jukebox, des téléphones et tout un élément annexe où tu vois des machines, des distributeurs de boissons, etc. Parce que ça amenait des gens qui n'étaient pas des bons clients de McDonald's, parce que ça a attiré des mauvais éléments qui cassaient un peu l'ambiance familiale, et parce qu'en fait, ça cassait la pureté du modèle. L'autre élément qui a fait que ça a marché, c'est juste que lui, il avait une capacité de grind, juste c'est le nom de bouquin, quoi, Grinding It Out, qui est un peu un jeu de mots en anglais, puisque c'est grinding, c'est écraser la viande pour faire le hamburger, mais c'est aussi grinder comme aujourd'hui, grind set, tu vois. Et c'est juste, les frères McDonald's, ils avaient inventé un bon système, mais eux, ils n'avaient pas la volonté de se faire chier et de voyager et de ne pas avoir de vie. Il y a une citation qui est une citation longue, mais qui pour moi est la force de ce mec. En fait. Pourquoi est-ce qu'il a réussi? C'est ces citations. J'ai appris à cette époque comment empêcher les problèmes de me submerger. Je refusais de m'inquiéter de plus d'une chose à la fois
et je ne laissais pas une inquiétude inutile, aussi importante soit-elle, m'empêcher de dormir. Tu sais à qui ça me fait penser ça? Je sais pas si t'as déjà vu cette citation de Napoléon. Napoléon. Il est dans mon. Il est dans mon tout, doc. putain, Il on dans est mon pareil quoi. doc. Dis-moi la citation de Napoléon. Napoléon donc s'est dit mon esprit est comme un ensemble de tiroirs. Ouais. J'ouvre celui que je veux et je le ferme quand je veux et après je vais dormir quoi. Et donc, ce qui est hallucinant, c'est que Napoléon a la métaphore des tiroirs. Je pense pas que Ray Kroc Il a lu Napoléon. ait lu Napoléon. Non. Voilà, c'est pas exactement le profil du mec, mais en fait, il a le même truc et c'est aussi une visualisation. Il explique ça. Je le faisais grâce à ma propre méthode d'auto-hypnose. J'ai peut-être lu un livre sur le sujet, je m'en souviens pas, mais quoi qu'il en soit, j'ai élaboré un système qui me permettait de désactiver la tension nerveuse et de repousser les questions obsédantes lorsque j'allais me coucher. Je savais que si je ne le faisais pas, je ne serais pas en forme le lendemain matin. Donc, je pensais à mon esprit comme à un tableau noir rempli de messages, la plupart urgents, et je m'entraînais à imaginer une main avec une gomme effaçant ce tableau noir. Je vidais complètement mon esprit. Si une pensée commençait à apparaître, zap, je l'effaçais avant qu'elle ne puisse se former. Ensuite, je détendais mon corps en commençant par l'arrière de mon cou et en descendant épaules, bras, torse. Exactement. Comme Uberman. Ouais. Et c'est le seul truc dans le livre où il t'explique un truc aussi détaillé de sa pratique pour s'endormir. Et en fait, ça, c'est un truc que tu retrouves à plein d'endroits et lui, il l'a vraiment trouvé en fait. C'est pas intéressant. Donc jusqu'au bout des orteils, à ce stade, je m'endormais. Les autres s'étonnaient que je puisse travailler 12 ou 14 heures par jour lors d'une convention animée, puis divertir des clients potentiels jusqu'à 2 ou 3 heures du matin et être tout de même debout de bonne heure, prêt à aborder mon prochain client. Mon secret résidait dans le fait de tirer le maximum de chaque minute de repos. Je suppose que je ne devais pas dormir plus de 6 heures par nuit en moyenne. Bien des fois, je ne dormais que 4 heures ou moins, mais je dormais aussi intensément que je travaillais. Et là, ce truc de visualisation qui lui a permis de tenir un rythme de travail à la fois sur sa carrière de vendeur itinérant et ensuite, en fait, quand il est chez McDo, il est plus ou moins vendeur itinérant à aller vendre des franchises à droite à gauche. C'est incroyable. J'avais une autre question en lisant ce livre, c'était de se dire, finalement, tu as l'impression qu'il a fait un peu tout le boulot, quoi. Il y avait des mecs qui avaient un restaurant et lui, il a scalé dans le monde entier. Il aurait pu le copier, toi. Il aurait pu les copier. Ouais. Et donc, et ça, il le call out dans le livre directement. On m'a souvent demandé pourquoi je n'avais pas copié le plan des frères McDonald's. Il m'avait montré toute l'affaire et il lui aurait semblé facile de créer un restaurant calqué sur le leur. Honnêtement, l'idée ne m'a jamais traversé l'esprit. Je l'ai vu à travers les yeux d'un vendeur. C'était un package complet et je pouvais en faire toute une promotion. Souvenez-vous, à ce moment-là, je pensais plus à la vente potentielle de multimixeurs qu'au hamburger. Genre son plan d'origine, son idée d'origine, pourquoi est-ce qu'on va franchiser McDonald's, c'est parce que tous les McDonald's auront besoin d'acheter un multimixeur chez moi. Au départ, il pensait que le mixeur était toujours plus gros que le truc. De plus, les frères avaient des équipements qui ne pouvaient pas être copiés. Et puis, il y avait le nom. J'avais un fort sentiment intuitif que le nom McDonald's était parfaitement approprié. Mais en fait, je pense que vraiment la réalité, c'est qu'il n'y a pas pensé en fait. Ouais, c'est qu'il n'a jamais créé un produit par lui-même ou un service et donc il a fait que vendre. L'autre question que j'avais, c'est en fait, pourquoi est-ce qu'un business comme ça crée des franchises? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas juste monter ses McDo et avoir toute la marge dessus plutôt que en fait, donner de la marge à un franchisé? Je pense qu'il y a une fausse réponse et une vraie réponse là-dessus. Quelle est la fausse réponse à ton avis? La fausse réponse, c'est limite rentable de capital. Ouais. Et je pense que la vraie réponse, c'est la responsabilité personnelle d'un gérant. Exactement. Tu l'as eu exactement. Effectivement, donc du coup, le franchisé apporte du capital. Mais si tu regardes genre Nike ou Apple, chaque boutique Nike ou Apple est pas une franchise en fait. Parce qu'il n'y a pas de raison, parce que le truc Nike, il est fait dans une usine, il est livré là, et la boutique, elle a juste à le mettre. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un franchisé. McDo, c'est juste une opération vachement plus complexe. Et tu as besoin d'avoir une personne qui est là localement, et c'est sa boutique. Peut-être qu'il en a 5 au maximum, mais c'est sa boutique, et c'est son argent, et c'est... Voilà, il est responsable du truc. Et donc, ce sens de propriété est vachement important. En fait. Donc, l'autre élément financier, c'est que, en fait, ce que McDo fait, c'est qu'ils choisissent l'emplacement, ils achètent le terrain, ils développent le restaurant et ensuite ils mettent un franchisé dedans. Ce qui veut dire qu'en fait, McDo possède le terrain. Très important. Et donc, en fait, ils vont par exemple avoir le franchisé a une licence sur 20 ans, McDo a un prêt sur le terrain pendant 10 ans. Donc, en fait, pendant 10 ans de loyer, ils remboursent leur prêt et après, ils possèdent le terrain. Et en fait, après, du coup, ils ont le loyer, l'appréciation du terrain, plus les éléments de franchisé, mais ils ont cette personne qui possède en fait son entreprise. Et donc lui, il le voit comme étant un élément important de McDo et il se voit comme l'apôtre du rêve américain. Et à un moment donné, dans le bouquin, dans une convention des franchisés, ils disent que Ray Kroc a créé plus de millionnaires que n'importe qui aux États-Unis.